Voilà un nouvel invité, je le dis, que je reçois avec, comme d'habitude, infiniment de plaisir sur le plateau de FHP Direct, ici, à Sontexpo, dans la maison de la santé et de l'hôpital, je devrais dire la cathédrale de la santé et de l'hôpital. Professeur Jean-François Delfrécy, merci d'être avec nous. Vous Bonjour. êtes le président du Conseil scientifique Covid et vous êtes également le président du Comité national d'éthique. Alors, d'abord, je voulais vous recevoir et vous interroger sur la situation épidémique, enfin, quelques mots sur la situation épidémique que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a plus de masques ici. Et donc, ça veut dire sans doute que la situation est beaucoup plus favorable. Oui, la situation est rassurante, en tout cas pour l'ensemble de l'Europe et la France en particulier. On est en train de terminer Omicron BA2, qui est en train de baisser doucement. Il y a encore un certain niveau de contamination, encore élevé, mais on le sait avec un variant qui est très transmissible, mais moins sévère. Donc, et une population qui est très largement vaccinée. Donc l'évolution à court terme, elle paraît plutôt bonne. Sur le printemps, c'est une période où les gens sont moins confinés, bien sûr, spontanément. Et l'évolution donc est plutôt bonne. Bon, après, je ne sais pas. Rappelez-vous, l'an dernier, exactement à la même période, on était à peu près dans la même situation. Et le variant Delta est arrivé début juin. Il a fait une première vague au mois de juin-juillet, une deuxième vague, vous le savez, à l'automne. Donc voilà, le fait de rentrer dans l'été n'est pas non plus une certitude qu'il n'y aura pas de variant. Je le sais d'autant plus que vous l'aviez dit sur un plateau, je vous avais interrogé avec Philippe Leduc à l'époque, ça nous avait un peu refroidi. On avait moyennement apprécié, je me souviens très bien de tout cela. Là, vous êtes un peu plus rassurant. Non, là, je suis plus rassurant parce que voilà, on s'est donné les moyens de répondre à cette pandémie. Pour être clair, cette pandémie n'est pas finie. Je pense qu'il vaut mieux être clair là-dessus. Et il y aura un retour d'un nouveau variant dont on ne connaît pas encore les caractéristiques, plus transmissible probablement. Est-ce qu'il sera plus ou moins sévère? Est-ce qu'on va aller vers plutôt un état d'endémicité comme la grippe ou au contraire avec un nouveau variant? Il y a un vrai point d'interrogation. Mais on a des outils. On a les outils qui sont les vaccins actuels, ceux qui vont arriver à partir de l'été, les nouveaux vaccins. On a des traitements qui permettent, avec des antiviraux à action directe. On a le Paxlovid dans un premier temps, mais il y en a d'autres. On s'est testé, on s'est séquencé. Donc on est en ordre de marche, entre guillemets, pour faire que lors de la prochaine vague, il y aura une prochaine vague, eh bien on va pouvoir probablement la contenir comme on a contenu Omicron. 2 ou 3 choses médicales encore, si vous le voulez bien. Alors, vous avez dit que Omicron était peu dangereux. Enfin, probablement, mais ça vous l'aviez dit, ça on le savait depuis le départ, mais Oui. avec une forte transmissibilité. Sur les traitements que l'on donne, notamment aux patients fragiles, les résultats ne sont pas très satisfaisants aujourd'hui. Vous pensez qu'on aura des traitements de meilleure qualité ou de meilleure efficacité? Ce qui ne marche pas bien pour les patients fragiles et en particulier pour les immunodéprimés, et c'est un échec au niveau français, mais c'est un échec aussi au niveau dans d'autres pays européens, c'est l'accès à ces traitements. Pour des raisons diverses, qui ne sont pas liées au fait qu'on n'a pas ces traitements. On a du Paxlovid, on a des anticorps monoclonaux qui sont disponibles, mais la plateforme de prescription du Paxlovid jusqu'à la semaine dernière était assez compliquée, il n'y avait pas de prescription directe. Je rappelle que le Paxlovid, c'est un médicament par voie orale, 4 comprimés par jour, 5 jours, il faut qu'il soit prescrit de façon précoce, et il réduit de 85% le passage à une forme sévère et une forme grave. Donc on est bien dans une stratégie de test and treat, qui est quelque chose qu'on sait faire en France dans d'autres virus, et là on ne l'a pas totalement réussi. Donc il faut qu'on soit prêt, en particulier pour les immunodéprimés, j'insiste, les transplantés, les dialysés, les cancéreux, les malades ayant une maladie hématologique, les malades ayant reçu des anticorps monoclonaux pour un traitement de rhumatisme inflammatoire. Ça représente à peu près 500 à 600 000 personnes en France. Ça représente depuis janvier 40% des malades en réanimation. Donc on voit bien comment une petite fraction qui ne répond pas bien au vaccin, qui n'est pas protégée par le vaccin, malheureusement a été mal couverte jusqu'ici. Les assos gueulent, elles ont raison. Il faut qu'on fasse un effort important
pour la prise en charge des immunosupprimés. Alors, c'est bien que vous le disiez ici à Santexpo avec des professionnels de santé qui vous écoutent. Pourquoi ça ne marche pas justement? Parce que, alors vous qui venez du sida, ça a bien marché sur le sida. On a bien cette culture. Parce que ces médicaments, en particulier le médicament par voie orale, le Paxlovid, est arrivé vers la mi-février. C'est une période où on pensait que Omicron allait se terminer. Il y a des interactions pharmacologiques avec d'autres médicaments, et en particulier ces médicaments que prennent les transplantés, par exemple, ou les malades cancéreux. Il y a eu des craintes de la part des équipes soignantes d'interférer avec les traitements de fond, et puis de dire finalement Covid, c'est presque terminé, regardez, Omicron, c'est pas sévère. Eh bien si, c'est sévère chez ces patients, et il faut vraiment qu'on soit mieux préparé pour la prochaine vague, pour ce type de patients. Je rappelle que dans une indifférence générale totale, la vôtre, la mienne, les pouvoirs publics, les médecins, nous avons quand même 27 à 28 000 décès depuis le 20 décembre 2021. C'est-à-dire qu'avec un variant où j'ai dit moi-même qu'il était peu sévère, on a quand même 27 à 28 000 décès qui sont acceptés en population, et on a probablement trouvé, sans le dire là, finalement une sorte d'équilibre de ce qu'une société est prête à accepter pour pouvoir vivre et pour ne pas avoir de retentissement majeur sur le système de soins. Je suis content d'avoir ce débat avec vous parce qu'on l'a initié avec Franck Chauvin il y a quelques instants sur ce même plateau. C'est la difficulté, c'est pas nécessairement de la mauvaise volonté, c'est la difficulté de comprendre. Par exemple, les chiffres de l'OMS sur les morts, ils ont été doublés en l'espace de 48 heures. Et ça laisse des gens comme nous, qui ne sommes pas nécessairement qui sommes des spécialistes de l'information et pas des spécialistes de la médecine nécessairement, en tout cas de ces sujets, même si on a une certaine conscience des problèmes, ça nous laisse un peu sans voix. On ne sait plus très bien quels sont les bons chiffres. Alors, non, ça on le savait. Avant l'OMS, il y avait déjà eu une enquête indépendante faite par des journalistes médicaux américains qui était sortie en novembre 2021, qui estimait qu'on était autour de 17-18 millions de décès. Il y a une équipe américaine de Seattle qui a sorti les chiffres autour de 19 millions au mois de janvier, et l'OMS est donc autour de 16 millions. Il y a une sous-déclaration de la mortalité qui est importante dans certains pays. En France, on se trompe probablement à 1000, 2000, 3000 décès, mais pas plus. Mais vous avez des pays... personne ne croit qu'il y a eu 3000 décès en Chine. C'est inimaginable. Le nombre de décès en Inde, le nombre de décès au Brésil, le nombre de décès dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, il est beaucoup plus important que prévu. Il faut revenir à du bon sens. Donc nous ne sommes pas dans une grippette, je suis désolé. On est dans une pandémie qui a fait entre 15 et 20 millions de décès au cours des 2 dernières années. Et l'OMS vient enfin de le reconnaître. Alors, merci de la transition. Parlons un petit mot de la Chine, de zéro Covid, etc. Dites-nous, et puis je voudrais vous interroger sur le Covid long, mais après. D'abord, Chine. Alors, la Chine est un exemple. Vous savez qu'il y a eu un long débat sur fallait-il avoir une vision de zéro Covid, ou fallait-il avoir une vision de vivre avec le Covid et de vivre avec les variants. La France a fait le choix, à la fois au niveau sanitaire, au niveau politique, comme d'ailleurs un certain nombre de grands pays européens, et de démocratie, de dire on va vivre avec le virus et le variant en s'appuyant sur les nouvelles technologies et les vaccins. La Chine a fait un choix politique, qui n'est pas un choix sanitaire, c'est un choix politique, et tout le monde s'accorde à le dire. D'abord de zéro Covid, puis ensuite d'utiliser ces vaccins, qui, je le rappelle, pour les vaccins chinois, ont 20% d'efficacité par rapport aux vaccins mRNA, c'est-à-dire ils ne marchent pas bien. Et enfin, a décidé de mettre en priorité, de vacciner en priorité, non pas les sujets les plus à risque et les plus anciens, mais au contraire les personnes les plus utiles pour l'économie. Donc en Chine ont été vaccinées les populations les plus urbaines et les plus jeunes. Alors il se trouve avec une population maintenant qui est peu immunisée, globalement, peu vaccinée pour les populations les plus âgées, et avec un variant qui est extrêmement transmissible, puisqu'ils ont affaire à du BA2. Donc ils sont dans une situation extrêmement difficile, et on le voit bien.
pour que Shanghai soit confiné déjà depuis 5 semaines, même si les chiffres ont l'air de se stabiliser, dans des conditions qui sont une atteinte aux droits de l'homme, fondamentalement. Enfin, il faut arrêter de comparer notre réponse des démocraties sanitaires telles la France à une réponse d'autocrates comme la Chine. Enfin, il faut revenir quand même à des choses de bon sens. Hein. Oui, enfin, à part quelques complotistes, personne ne nous compare quand même. Oui, mais il faut quand même le dire. Oui, je le dis en tout cas aujourd'hui. Personne n'a dit que vous étiez Xi Jinping quand même. Et On a dit donc, beaucoup de choses. je souhaite aux Chinois, ils sont en train de confiner Pékin. Le port de Shanghai, qui est le plus grand port du monde, ne tourne pas depuis 4 ou 5 semaines. Et ils vont relâcher, ils sont obligés de remonter le couvercle et de relâcher. S'ils n'ont pas vacciné, et en particulier leur population âgée, ça va repartir. Alors ça, c'est une question vraiment on a un public nombreux qui nous regarde. Une question vraiment importante, me semble-t-il, c'est est-ce que vous avez des rapports, vous, président du Conseil scientifique Covid et président du Comité national d'éthique, une personnalité médicale et scientifique française, européenne, est-ce que vous avez des contacts avec vos confrères chinois? La réponse est oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? La réponse est oui. J'ai eu les premiers contacts avec d'ailleurs un médecin chinois qui était le vice-président de l'Académie des sciences le 22 mars 2020, avec un circuit téléphonique un peu complexe, parce qu'on essayait de comprendre au niveau du conseil scientifique quel était le mécanisme de gestion qui était en train de se passer en ce moment, à ce moment-là sur Wuhan. Puis après, on a gardé un certain nombre de contacts. J'ai une réunion, par exemple, vendredi matin, sur un certain nombre d'enjeux éthiques, pas spécialement liés au Covid, mais sur la vision et l'installation possible en Chine d'un équivalent du CCNE et d'une loi de bioéthique. Ils en sont très loin, ils en sont très très loin. Mais il faut garder le dialogue. Hein. Je suis assez critique, vous l'avez senti, sur le modèle chinois, mais il faut garder le dialogue. Donc oui, nous avons des contacts. Sur Covid, zéro Covid, un mot sur l'Australie, par exemple, et quelques pays qui font la même chose. Oui, alors c'est l'autre solution des zéro Covid. Australie, Nouvelle-Zélande, qui ont accompagné ça d'une vaccination efficace. Et donc là, ils se trouvent dans une situation qui n'a rien à voir avec celle de la Chine. Après, pour tous ceux qui sont allés en Australie ou en Nouvelle-Zélande, on n'est pas dans l'Europe, on n'est pas dans une vision où les frontières sont très larges, on est dans des pays et où aussi ça a été complexe. Moi, je connais bien Sharon Nelwyn, qui dirige le comité scientifique australien. Ils ont pris des mesures de confinement qui ont été difficiles également, hein, très difficiles pour les citoyens australiens. Sur le Covid long, alors ça c'est quelque chose qui, j'allais dire, une nouvelle pathologie à laquelle visiblement on ne s'attendait pas et quand même les médecins, enfin les patients surtout, signalent des troubles difficiles, longs, perturbants, neurologiques. Alors ça c'est extrêmement angoissant parce que que vous ayez un an après de la fatigue, etc., mais avec peut-être des troubles neurologiques majeurs, etc. Un mot là-dessus? Alors, il y a sûrement quelque chose. On l'appelle Covid long, c'est probablement quelque chose d'hétérogène. On est dans des syndromes un peu de type pathologie chronique après un épisode infectieux et où il y a eu une réaction immunitaire importante. Ce n'est pas la première fois, on a d'autres exemples. Là, la question posée, c'est la fréquence. Et il y a des fréquences qui sont, ou l'incidence. Et c'est très variable selon les études. Globalement, on peut retenir que plus on a fait un Covid un peu marqué cliniquement, plus on a de chances probablement possiblement de développer un Covid long. Et plus on a été asymptomatique, moins on a de chances de le faire. La grande question, c'est ce qui va se passer après Omicron. Regardons par exemple au niveau français, on a à peu près 20 millions de personnes qui ont été contaminées par Omicron depuis la fin décembre, début janvier, jusqu'à maintenant. 20 millions de personnes. Beaucoup d'entre elles vaccinées, beaucoup d'entre elles avec peu de formes symptomatiques. Mais vous imaginez que si on a une fréquence même faible de survenue de complications cardiovasculaires, de surcoût de complications neurologiques, de ces syndromes un peu de myalgie mal expliqués, sur une population de ce type, ça veut dire que vraiment, il faut qu'on réfléchisse aux mécanismes de prise en charge et de réponse qu'on peut donner à cette pathologie. Alors, on est vraiment au milieu du gué. La NRS-AMIE vient de faire un deuxième appel d'offres de recherche sur le sujet. Ils sont très en lien avec le NIH aux États-Unis sur le sujet. Et on est en train de déchiffrer ou de défricher, je ne sais pas, ce qui se passe au niveau de Covid long. Donc,
c'est vraiment work in progress et avec attention, écoutons les patients, écoutons les associations de patients. Je vous pose encore une dernière question avant de parler des soignants et cette période Covid et puis aujourd'hui leur propre organisation. Les États-Unis, vous travaillez mieux aujourd'hui avec les États-Unis sur ces sujets, avec la période Biden plutôt que la période Trump qui était difficile quand même? Non, parce que moi je ne suis pas un politique du tout, Oui. je suis un scientifique. Je connais Tony Fauci depuis, je ne vais pas vous dire depuis combien de temps, parce que ça me vieillirait. Mais on s'est connus tout à fait au début du sida, de l'aventure sida. J'avais passé un certain temps dans son laboratoire. Donc on a toujours été très en lien, à la fois sur le VIH, Ebola, les hépatites, et bien sûr, en mars 2020, sur SARS-CoV-2. Donc Tony a eu un rôle fondamental par rapport à la politique de Trump et à tenir le coup que la science soit au rendez-vous. On a eu de la chance en France où c'était plus facile pour nous dans la discussion avec les autorités politiques, même s'il y a eu des hauts et des bas, mais chacun son rôle. Et donc j'ai toujours maintenu le contact avec le NIH et Tony. Les soignants ont été très, très engagés par nécessité. On a même un peu l'impression, je voudrais avoir votre sentiment, que cette période est presque embellie. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des difficultés, mais c'était une période où tout le monde s'est engagé. Et puis aujourd'hui, il y a un peu moins de Covid. Et ils se retrouvent dans une situation où ils voient presque tout en noir, c'est-à-dire que leur métier est difficile. Ils ont quitté parfois ou ils veulent quitter l'hôpital. Il y avait une phase d'excitation, d'urgence, qui a été peut-être leur temps et qui aujourd'hui peut-être les laisse peut-être un peu perplexes ou voire désemparés. Vous comprenez votre sentiment, vous qui les connaissez bien? Moi je suis fondamentalement un soignant. Après, quand j'ai pris des cheveux blancs, on m'a confié des responsabilités hautes, mais je suis un homme de l'hôpital. C'est ma vie, j'ai fait toujours du temps plein hospitalier et j'aime l'hôpital. J'ai envie de dire là que, attention, je n'ai jamais connu l'hôpital aussi désemparé qu'en ce moment. Et dans les structures de soins, dans la relation entre l'hôpital et la médecine de ville, on a une population soignante au sens très large du terme, qui est fatiguée, qui est un peu désabusée. Ce n'est pas un phénomène uniquement français. C'est-à-dire la désaffection pour les métiers de santé, c'est le même en Allemagne, quand je discute, c'est le même en Italie. Covid laisse des traces. Et il va falloir, et vraiment pour le nouveau gouvernement là, qui arrive, à mes yeux, c'est une priorité majeure. Parce que si on laisse dériver notre système hospitalier, ça veut dire qu'on laisse dériver notre système de soins, et on pourrait se retrouver dans des enjeux, mais vraiment sociétaux extrêmement difficiles. Vous savez que les questions qui se posent sur un certain nombre de services d'urgence actuellement sur la France entière, c'est pas seulement la région parisienne, c'est global, sur le nombre de lits fermés, les écoles d'infirmières qui n'arrivent plus à bien recruter. Je n'ai jamais personnellement connu l'hôpital dans cette situation. Alors c'est probablement quelque chose de fond sur lequel arrive Covid, où il y a eu cet effet très bénéfique initial, et puis là maintenant une sensation de très grande fatigue. Moi je dis seulement, attention, il n'y a pas de solution miracle, ça va être très difficile. Il faut vraiment que le politique le reconnaisse, prenne le temps, écoute les équipes soignantes au sens très large du terme, et qu'on ait une profonde réorganisation de nos valeurs. Ce n'est pas seulement un problème de fric, c'est un problème de valeurs. Qu'est-ce qu'on souhaite finalement pouvoir proposer, entre guillemets, pour notre système de soins dans les années qui viennent en France? Et est-ce que, par exemple, le Comité national d'éthique pourrait se saisir de ces questions de valeurs? Parce que c'est quand même, dans une certaine mesure, vous les portez aussi. Eh bien, il est en cours, il le fait. Oui. Et on sortira probablement quelque chose dans l'été autour des enjeux éthiques du système de soins. Mais pourtant, pour autant, la santé, l'hôpital a traversé des crises bien supérieures encore que celles que nous avons traversées là dans la période récente, encore qu'elle fut sans doute difficile, mais on a connu le sida, on a connu de grandes pathologies. Oui, mais comme on n'a toujours, jamais mis autant d'argent qu'aujourd'hui. le système de soins, la crise Covid n'est qu'un révélateur de quelque chose qui était déjà
avec un certain nombre de difficultés au préalable. Il y a eu, c'est vrai, le Grenelle, qui a permis de donner un certain nombre d'améliorations. Hein, le Ségur, d'amélioration au niveau y compris budgétaire. Il reste néanmoins un profond malaise de nos soignants, qu'il s'agisse des médecins eux-mêmes, et ils le disent, les jeunes le disent, la génération des 40-50 ans le dit, et puis un certain nombre de désaffections des soignants, et en particulier des infirmiers ou des infirmières. Et c'est pas seulement vrai à l'hôpital, c'est vrai dans le médico-social. Il y a donc à se reposer la question de qu'est-ce qui manque et comment on reconstruit. Je ne veux pas être pessimiste, je suis connu pour un optimisme plutôt très actif. Là, je dis attention, on est à un moment compliqué pour notre système. Jean-François Delfraissy, qui doit être à la manœuvre? Est-ce que ce sont les politiques seuls, mais qui ne peuvent ou bien les médecins, les soignants, peut-être des sociologues, peut-être des psychologues, peut-être des éthiciens, peut-être des universitaires? Comment vous voyez les choses? Vous qui êtes un peu notre grand sage. Non, moi je ne suis pas... ce que je pense important, vous savez, c'est ce qu'on appelle la démocratie en santé ou la démocratie participative, ou en anglais social participation, qui permet sur des sujets difficiles, mais je pense que notre président en a pleinement conscience, de construire à la fois en utilisant les professionnels de santé, au sens très large du terme, bien sûr les citoyens, parce que c'est votre santé, c'est notre santé, qu'est-ce qu'ils veulent, et puis les politiques qui décident, et en particulier nos représentants, élus entre guillemets. Et dans des sujets extrêmement complexes de ce type, on voit bien comment une discussion qui fait appel à une participation délibérative, entre guillemets, qui vient s'appuyer sur ce sujet, permettrait d'avancer sur ces sujets aussi complexes. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. On nous annonce ce sera ma dernière question, si vous le voulez bien, on nous annonce une conférence de parties prenantes, de concertation. C'est peut-être une méthode, encore faut-il que... On essaiera d'étudier ça sur ce plateau télé demain, je crois. Mais est-ce que ça peut être une solution? Oui, comment vous voyez les choses? Il y a différents sujets. On le voit bien à la fois sur des problèmes d'organisation, on le voit bien sur des sujets sociétaux aussi, sur des grandes évolutions autour de la fin de vie, des sujets de ce type, où on voit bien que écouter les citoyens, non pas pour prendre en permanence ce qu'ils vont dire, il faut bien qu'il y ait les experts qui s'expriment également, il faut bien que le politique ait à trancher, mais ce travail d'écoute, de réflexion commune permet, sur des sujets extrêmement difficiles, d'avancer, et petit pas par petit pas, et on l'a bien vu sur un certain nombre déjà de grands sujets. Donc moi je souhaite en tout cas, si j'ai un souhait, c'est qu'on avance dans cette direction sur ce sujet complexe qui va être la réorganisation du modèle de soins en France. Et alors ça c'est vraiment la dernière, vous avez réfléchi à ce que pourrait être, nous ne le savons pas, aujourd'hui, mardi 17 mai à midi bientôt, midi exactement, quel sera le ministère de la Santé, mais comment vous l'imagineriez dans ces conditions? Je ne vous ai pas demandé le nom du ministre, vous ne me le diriez pas, puisque nous le savons, vous et moi. Mais, mais son organisation générale... Et je ne vous répondrai pas sur l'organisation générale. Je suis un scientifique et un médecin qui essaie, quand on lui demande de conseiller les autorités sanitaires, ce sont à elles de décider. Je ne suis pas du tout un politique. Mais vous avez le sentiment qu'ils peuvent être à l'écoute. Question? C'est vous qui le dites. Merci Jean-François Delfraissy d'être venu sur le plateau de FHP Direct ici à Sontexpo ce mardi 17 mai. Nous avons eu beaucoup de plaisir de vous retrouver.